Allô Vanessa? Allô Joël? Donc, deuxième épisode de podcast aujourd'hui. Deuxième épisode, la même journée, faut le dire. On a Ouais. tourné les deux aujourd'hui avec Dr Catherine Abel. Sur l'alimentation, plus précisément. Volet qu'on Effectivement. avait abordé un peu dans le premier épisode sur les saines habitudes de vie. Ce qui est intéressant avec Dr Abel, là, c'est que c'est une personne qui est tellement intelligente, puis elle va construire une idée, puis là, tu as envie, l'arborescence des idées, d'embarquer, puis de co-construire, puis de poser une autre question, puis c'est entre autres pour ça qu'on a décidé de la garder pour discuter un peu plus en profondeur de l'alimentation. On s'entend que ça nous touche toutes et tous, ce sujet-là. Puis j'ai adoré principalement son côté pragmatique. On n'était pas dans l'ésotérie, on avait des trucs simples à appliquer ici maintenant pour générer un changement, une nouvelle synergie. Puis moi, ça m'a vraiment parlé. Oui, puis on s'est intéressé aussi au portrait de santé de notre population, quels sont les constats de notre population sur l'alimentation. Donc, moi, ce bout-là particulièrement m'a beaucoup intéressé. Elle nous a dit à plusieurs reprises, c'est pas nécessairement mon expertise, ma spécialisation. Moi, je suis médecin en santé publique, mais moi, j'ai trouvé que c'était ça qui était intéressant dans la discussion. On était capable d'aborder la thématique à vol d'hélicoptère de façon beaucoup plus globale. Puis ça nous a permis de toucher un peu à tout sans tomber dans le spécifique. Donc, moi, j'ai vraiment gros coup de cœur aujourd'hui. Ça met la barre haute pour la première saison. J'espère que les gens à la maison vont être en mesure d'aller chercher des éléments appliqués pour changer leur quotidien pour le mieux, puis que ça va les toucher autant que ça m'a touché personnellement aujourd'hui. Oui, puis ce qu'on retient de cet épisode-là, c'est le plaisir et la simplicité à travers l'alimentation. Tout à fait, l'alimentation intuitive. Exact. Bonne écoute. Discussion de corridor est un balado qui vous plonge dans les coulisses du monde de la santé et des services sociaux. Ici, les discussions sont riches et vous ouvrent sur de nouvelles perspectives. À travers des entretiens francs avec des experts, des praticiens et des usagers, nous explorons les réalités diverses qui nous touchent toutes et tous comme êtres humains. Préparez-vous à plonger dans un univers sans frontières où chaque sujet est exploré en profondeur. Voici Discussion de corridor, le balado. Dr Catherine Abel, médecin spécialiste en santé publique, en médecine préventive. Bonjour, bienvenue au podcast. On a eu l'occasion de s'entretenir avec toi un peu plus tôt au balado concernant les habitudes de vie de façon plus holistique, plus générale. Aujourd'hui, on veut discuter avec toi de façon plus spécifique de l'alimentation. Donc, bonjour Catherine, bienvenue. Merci. Je casserai la glace avec une question piège. Catherine, c'est quoi ton plaisir coupable en alimentation? C'est quoi ton aliment préféré? Ça, c'est une très bonne question. On va apprendre à te connaître. En plus, on m'avait même pas dit qu'on allait me poser cette question-là. C'est excellent. Alors, c'est sûr que là, c'est la période de l'été, alors je peux pas passer sous silence mon grand amour des crèmes glacées molles. Et pour reprendre, vu qu'on va parler aujourd'hui d'alimentation, pour reprendre le conseil d'une collègue extraordinaire qui est une nutritionniste avec moi à la santé publique, quand on a le goût de manger une crème molle, on peut y aller. Manger la crème molle avant de souper. Comme ça, on s'assure de ne pas trop manger au souper, puis de se forcer à manger la crème molle après. Faut se gâter avant, puis vraiment en profiter. C'est important de se gâter. C'est un bon conseil, Catherine. On va commencer avec la base. C'est quoi une bonne alimentation? Une bonne alimentation, cette définition-là, elle a quand même changé dans les dernières années. On a eu une époque où une bonne alimentation, ça comprenait une série de consignes de combien de calories, combien de glucides, combien de protéines, combien de nutriments. Puis, on a vraiment révisé un peu la façon de parler d'une saine alimentation pour la population. Puis, le nouveau guide alimentaire canadien reflète bien cette tendance-là de revenir à des principes. Une saine alimentation, ça se base maintenant dans la vision là, du guide alimentaire à laquelle moi j'adhère tout à fait. Ça se base sur des principes généraux simples. Manger beaucoup de fruits et légumes en grande quantité. Des fruits et légumes qui sont, dans le fond, déjà des fruits et légumes complets là, qu'on achète directement, pas nécessairement des fruits et légumes transformés. Il y a donc des fruits et légumes. Manger des grains entiers, sont plus très présents dans notre alimentation. On a tendance à manger de la farine blanche, des pâtes blanches, des pains blancs commerciaux, donc des grains entiers. Et manger des protéines tous les jours.
puis favoriser les protéines d'origine végétale. Donc, on pense légumineuses, noix, par exemple. Donc, ça, c'est quand même un changement par rapport aux habitudes en général là, des gens au Québec au niveau de l'alimentation. Tu parles de protéines végétales, puis c'est vrai que c'est relativement nouveau. Est-ce que souvent on a l'impression quand on mange des légumineuses ou une protéine végétale que c'est peut-être moins bourratif, que ça soutient moins protéiné qu'une protéine animale? Est-ce que c'est vrai ou c'est juste un mythe, une impression? C'est vraiment un mythe. Dans le fond, il y a pas c'est pas des moins bonnes protéines, des protéines moins efficaces, là, pas du tout. Là. Les protéines végétales, ce sont d'excellentes protéines. Non. En fait, c'est plus une question là, de quantité de nourriture qu'on mange pour atteindre sa satiété. Là. Mais c'est pas des moins bonnes protéines, pas du tout. En fait, en plus, ces protéines-là, elles s'inscrivent dans des aliments qui sont très bons au niveau global. Donc, c'est aussi ça, au niveau de la science clinique de la nutrition. Puis moi, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Mais chacun des nutriments spécifiques ou des composantes des aliments a des vertus qui peuvent être démontrées dans la science, avec la science, dans la littérature. Mais il y a quand même un mouvement important qui ramène vers l'importance de regarder les aliments au complet. Aller chercher les nutriments spécifiques ou dire, je veux manger cette protéine-là, c'est pas nécessairement l'idée qu'on veut avoir d'une saine alimentation. On veut vraiment penser à des aliments qui sont globalement bons, sains, puis qui nous apportent beaucoup de bénéfices. Donc, par exemple, des protéines animales qui vont venir avec des aliments où est-ce qu'on sait que c'est associé avec des problèmes de santé à cause de la présence de gras saturés, il faut penser à l'aliment au complet. Donc, des protéines végétales, elles ne viennent pas nécessairement avec des gras saturés, par exemple. Donc, cibler protéines, cibler glucides, cibler lipides très spécifiquement, c'est moins utile pour penser à une alimentation saine en général pour la population. Je ne parle pas de cas spécifiques au niveau clinique qui, eux, ont des besoins particuliers. Je parle de l'alimentation saine dans la population en général. C'est pas pour toi, mais moi, on dirait que ça fait partie de mes objectifs personnels. J'aimerais ça cuisiner davantage avec des protéines végétales, mais c'est moins intuitif. Oui. On a tellement l'habitude de cuisiner avec le poulet, le bœuf, le porc. C'est moins intuitif de penser l'intégrer puis de varier autrement, disons, uniquement que le tofu. Là. Oui, c'est pas intégré chez moi non plus, mais il y a une volonté. Non, il y a une volonté. On a fait quelques essais. Là. Ça n'a pas été nécessairement un grand succès, mais on va réessayer d'autres recettes. La gestion de changement, là, aussi. Anticiper, hein? Puis c'est sûr que, tu sais, les recettes qu'on a apprises de nos parents, les recettes que nos amis cuisinent, c'est plus facile de continuer à cuisiner la même chose. Quand on veut apprendre des nouvelles recettes complètement ou un nouvel aliment, ça peut représenter un défi. Le tofu Général Tao, ça prend quelques effets là, avant de trouver le croustillant puis le bon équilibre. Hein? Mais apparemment, c'est une recette délicieuse lorsqu'on la maîtrise bien. Ça m'amène à parler des bons et des mauvais aliments parce que je trouve qu'on a tendance à faire des catégories. Là, entre ceci, c'est un bon aliment, cela n'est pas un bon aliment. Est-ce qu'on doit réfléchir comme ça? Je pense que c'est pas utile de réfléchir en noir ou blanc. Il y a une catégorie de bons puis une catégorie de mauvais. Puis ça peut nous amener aussi à se sentir coupable quand on mange des mauvais aliments. Puis la culpabilité en alimentation, c'est clair que c'est un endroit où on ne veut pas aller, où on veut aller le moins possible. Puis c'est tellement fréquent que les gens ressentent des émotions négatives par rapport à leur rapport à l'alimentation, leur rapport au poids, puis tout ça, on pourra en parler aussi tantôt, là, tout ce qui est lié à focusser sur la prise ou la perte de poids qui peut amener tellement de conséquences négatives dans son rapport à l'alimentation. Donc, parler de bons et mauvais aliments, je pense que c'est important de connaître la valeur nutritionnelle des aliments. Il y a des aliments qui, effectivement, ont plus d'éléments positifs pour la santé, qui sont plus sains que d'autres. Mais c'est sur un spectre. Il y a des choses, c'est pas coupé au couteau. Puis, ça veut pas dire que les mauvais aliments, il ne faut pas en manger. C'est juste que plus les aliments ont une grande valeur nutritive, plus on devrait en manger souvent et en grande quantité. Et les aliments qui ont une plus faible valeur nutritive, on devrait en manger moins souvent et en plus petite quantité. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire avec les aliments dits transformés? On entend de plus en plus que les aliments de première, deuxième, troisième transformation seraient à éviter, qu'on devrait se concentrer davantage vers les fruits, les légumes, les aliments non transformés. Est-ce que c'est vrai ou c'est à prendre avec un grain de sel? Ah non, c'est vraiment quelque chose qui est important.
Puis c'est particulièrement important dans notre alimentation d'aujourd'hui en Amérique du Nord où il y a énormément de produits transformés. Puis les produits transformés sont mis de l'avant aussi dans les endroits où les magasins d'alimentation, par exemple. Donc, oui, il faut vraiment comprendre ce concept-là, puis c'est tout à fait vrai. Les produits ultra transformés qu'on appelle, c'est vraiment la catégorie qui est ciblée par le Guide alimentaire canadien comme une catégorie où il faut réduire le plus possible cette catégorie d'aliments-là dans notre alimentation. Donc, un peu dans l'idée des aliments qui ont une plus faible valeur nutritionnelle, on va vouloir que les aliments ultra transformés prennent une place beaucoup plus petite dans notre alimentation. Puis quand on parle d'aliments ultra transformés, on parle de ça parce qu'ils contiennent plus de sel, plus de sucre, plus de gras. Peux-tu nous donner des exemples d'aliments ultra transformés? Oui, tout à fait. Bien, tous les produits, dans le fond, les mets préparés qui sont congelés, par exemple, les pizzas surgelées, quand on parle de pains commerciaux aussi, c'est des aliments ultra transformés. Oui, tout à fait, parce que le pain qu'on prépare chez soi peut avoir une faible quantité d'aliments, donc peut être une transformation simple, mais un pain commercial comporte plusieurs aliments, puis il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas nécessairement de valeur nutritive qui sont rajoutés pour assurer une meilleure conservation. Et ça, c'est pas nécessairement problématique en soi, mais c'est le fait qu'il y ait des ajouts comme le sel, le sucre et le gras. Ça représente un impact important pour la santé. Puis on met plus de ces aliments-là pour qu'ils soient plus intéressants au niveau des saveurs. Puis on s'habitue à ces goûts-là aussi quand on en consomme beaucoup d'aliments ultra transformés. Donc, on a de la difficulté parfois quand on a une alimentation très ultra transformée à transitionner vers une alimentation avec des aliments plus simples où là, il faut redécouvrir les saveurs puis réhabituer notre palais à moins de sucre, moins de sel et moins de gras. Moi, j'avais vu passer un conseil il y a quelques temps, quand on faisait l'épicerie, là, de se concentrer uniquement sur les allées extérieures le plus possible, puis éviter les allées centrales, justement. Puis c'était un moyen, justement, d'éviter peut-être les produits un peu plus transformés. Fait que se concentrer fruits, légumes, les viandes, c'est vrai, j'avais pas porté attention, mais c'est vrai que c'est comme ça. Oui, c'est intéressant. Bien, je sais pas comment, si c'est le cas de tous les magasins d'alimentation. Puis ça, c'était un constat quand même... ça fait super longtemps que j'ai lu cette étude-là, donc je ne peux pas la citer de mémoire, mais il y a eu des observations au niveau de l'organisation des aliments dans les supermarchés qui étaient relatifs au niveau de défavorisation des quartiers. Donc, on sait que les gens qui ont un niveau socio-économique plus faible vont avoir tendance à manger des aliments de plus faible qualité nutritionnelle. Mais quand on regarde les supermarchés dans ces secteurs-là, ils vont mettre de l'avant ces aliments-là. Donc, on va voir des chips, des bonbons dans les allées principales. Près des caisses, c'est vrai. Près des caisses aussi, quand on rentre là, d'emblée. Alors que quand on va dans des quartiers plus favorisés ou des magasins d'alimentation plus haut de gamme, mais là, on va avoir tendance à rentrer avec des allées comme les fruits, les légumes en premier. Pourquoi? C'est sûr que l'industrie va agir en fonction de son public. Donc, c'est sûr que d'alimenter l'achat d'aliments qui sont déjà populaires auprès de groupes, c'est un peu un chat qui court après sa queue, dans le sens que c'est un cercle vicieux. Si on a moins de moyens, on a tendance à penser que c'est moins cher d'acheter des aliments à faible valeur nutritive. Globalement, si on a des compétences culinaires, si on a du temps pour cuisiner, ça peut nous coûter moins cher d'avoir une alimentation qui est saine. Mais il faut avoir des habiletés puis du temps. Puis il faut savoir sélectionner. Il faut avoir un bon niveau de littératie pour lire les étiquettes nutritionnelles. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand on prend des décisions alimentaires. Donc, c'est sûr que si on a des consommateurs qui ont tendance à acheter un certain type d'aliments et que là, on va l'utiliser dans le marketing pour pouvoir s'assurer qu'ils en achètent des grandes quantités régulièrement. On va organiser le magasin pour ça. Puis ça, c'est un concept qui a été décrit dans un livre qui s'appelle Nudge. Le nudge, en anglais, c'est l'incitatif. C'est sûr que si on est mis devant des aliments, que c'est facile de les mettre dans notre panier, qui sont à proximité, bien, il y a plus de chances qu'on les prenne. Puis les compagnies savent très bien. Les tablettes dans les allées, selon celles qui sont à la hauteur des yeux versus en bas, ça ne coûte pas le même prix pour les fabricants de positionner leurs produits à cet endroit-là. Parce que c'est un nudge. Si on l'a à la hauteur des yeux, il y a plus de chances qu'on le prenne que si c'est en bas par terre. C'est sans doute pour ça qu'on dit que tout débute quand on fait notre épicerie. Donc, à l'épicerie, les aliments que tu mets dans ton panier, l'accessibilité à la maison, quand tu n'as pas de croustilles ou que tu as moins de
de friandises, tu vas avoir moins de tendance à en consommer parce que c'est moins accessible. Ah, c'est sûr que ça démarre avec ce qu'on achète puis ce qu'on met dans son panier. Je suis vraiment d'accord. Tu parlais du volet socio-économique. Comment ça s'inscrit chez nous, dans notre région, cette réalité-là au niveau de l'alimentation? Au niveau de l'alimentation, on a toujours un pourcentage de personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Puis c'est important de le comprendre parce que ce sont des gens qui, peut-être pour des périodes temporaires, parfois des périodes plus prolongées, qui soit manquent d'aliments pour eux, pour leurs enfants, soit qui vont avoir peur de manquer de nourriture. Donc, juste la peur de manquer de nourriture, ça fait partie de la définition de l'insécurité alimentaire. Et puis, ce nombre de personnes-là, on pense que ça a beaucoup augmenté dans les dernières années. Depuis la COVID, avec l'inflation, on voit quand même, c'est rapporté par les banques alimentaires, entre autres, qu'il y a une augmentation de la demande. Donc ça, c'est très préoccupant. La dernière fois qu'on a mesuré l'insécurité alimentaire dans la région en fonction d'une définition là, plus grande qui inclut la peur de manquer de nourriture, on était autour d'un 15 % de la population qui est dans cette situation-là. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Puis l'insécurité alimentaire, l'enjeu, c'est que c'est une dépense qu'on dit compressible. C'est-à-dire que quand tu payes ton loyer, ta passe d'autobus, après ça, ce qui reste, c'est l'alimentation. Ton loyer, il est fixe, ta passe d'autobus est fixe. Fait qu'après ça, il ne reste pas beaucoup de jeu pour pouvoir comprimer si ton budget il est serré. Fait que tu vas aller jouer sur l'alimentation. Donc, c'est toujours, quand même, c'est un signe très important d'à quel point les personnes, les familles ont de la difficulté à joindre les deux bouts. C'est sûr qu'il y a une catégorie de la population qui a vraiment un obstacle majeur à adopter des saines habitudes de vie puis une alimentation saine, justement parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire des choix en fonction de leurs revenus. Ils vont essayer de trouver les aliments qui sont le plus bénéfices en termes de remplir, de se sentir avoir un bon niveau de satiété pour le plus faible coût possible. Est-ce qu'on mange bien au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Est-ce qu'on mange suffisamment de fruits et de légumes? Est-ce qu'on boit de l'eau, trop de boissons sucrées? On se qualifie comment? Au niveau de fruits et légumes, puis des recommandations liées au Guide alimentaire canadien, on est à peu près dans la moyenne du Québec, mais cette moyenne-là est quand même faible. Donc, c'est à peu près un quart là, de la population qui mangerait suffisamment de fruits et légumes, si on regarde chez les jeunes. Puis après ça, chez les adultes, ça descend même à moins de 20 %, là, donc moins d'un cinquième de la population qui respecte les recommandations qu'on quantifiait avant à 7 à 8 portions par jour, mais qui aujourd'hui, on va plus décrire comment manger le plus possible. On sait quand même que les gens en mangent peu. Donc, ce n'est pas suffisant. Quand on regarde là, en volume d'achat total, les dernières données que j'ai pu consulter, c'était 2015-2016, mais quand même, ce qu'on voit, c'est que oui, les fruits et légumes sont dans le top 10, si on veut, des types d'aliments qui sont achetés. Mais pour respecter le Guide alimentaire canadien, il devrait représenter à peu près la moitié de l'assiette. Puis clairement, au niveau des volumes d'achat, il ne représente pas la moitié des achats. Encore, ça. Ouais. Ah, vraiment. Les assiettes sont composées à part égale de légumes. Il y a toujours une partie de légumes, mais l'idée justement d'avoir la moitié de l'assiette, là, c'est un objectif que je me fixe, mais que je n'atteins pas toujours. Fait qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. On a un petit jeu pour toi, Catherine. On va te poser des questions en rafale. Tu réponds de façon intuitive, vrai, faux, oui, non. Si tu veux nous donner quelques éléments complémentaires ou de précision, libre à toi. C'est bon. Donc, on y va en rafale. Pas de surprise, je l'espère. Vrai ou faux? Les aliments sans sucre sont toujours bons, voire meilleurs pour la santé. Ça, c'est faux. Parce que, dans le fond, c'est pas un élément qui détermine qu'un aliment est bon ou mauvais pour la santé. Il faut regarder la globalité de l'aliment avant de pouvoir juger. Vrai ou faux? Manger varié, c'est inclure tous les groupes alimentaires, y compris les glucides. Effectivement, les glucides sont essentiels. Je me pose même la question, mais c'est vrai que dans le cadre de régimes très restrictifs, on peut vouloir restreindre énormément les glucides, mais on ne peut pas vivre sans glucides, sans lipides et sans protéines. Les aliments transformés ou ultra-transformés sont toujours nocifs pour la santé. Oui, ça... Toujours? Bien, en fait, c'est que c'est une catégorie d'aliments qu'il faut vraiment réduire le plus possible dans notre alimentation. Donc,
Est-ce que manger une fois un aliment ultra transformé, ça nous met à risque pour plein de problèmes de santé? C'est pas comme ça qu'il faut le réfléchir. Mais tous les aliments ultra transformés comportent en fait une qualité nutritionnelle qui est plus faible que des aliments plus simples comme les fruits et légumes, puis les viandes, par exemple. C'est bon, tu débrouilles bien, ça va? On poursuit. Donc, tous les gens qui suivent un régime et perdent du poids finissent par le reprendre. C'est sûr qu'une affirmation comme ça qui dit tout le monde a toujours alerte à la généralisation. C'est sûr que ça, je peux pas dire que c'est vrai. On voit le côté scientifique là, du médecin qui ça prend des ressort. nuances. Bon, tout à fait. Mais c'est sûr que l'effet des diètes, en fait, si on parle du phénomène de comment est-ce qu'on perd du poids, puis de toute façon, l'objectif de perte de poids, est-ce un objectif qu'on devrait viser en soi versus adopter des meilleures habitudes de vie? Là, on a toute une discussion à avoir là-dessus. Vrai ou faux? Il y a un lien entre l'alimentation, le surpoids et le risque de cancer. Oui, dans les études populationnelles, on voit une association. On voit que le risque est augmenté pour certains cancers à partir d'une certaine quantité de surpoids ou une définition de l'obésité. Par contre, de plus en plus d'études nuancent cette association-là en mettant en lumière que certaines personnes qui ont un plus grand poids n'ont pas nécessairement de risque augmenté si elles ont des saines habitudes de vie. Et vice-versa, des personnes à faible poids peuvent avoir un risque augmenté si elles n'adoptent pas de saines habitudes de vie. C'est pour ça que la littérature scientifique autour du poids, la définition de l'indice de masse corporelle, entre autres, qui est souvent utilisée, est plus controversée, puis on a tendance à être plus prudent quand on en parle. Il ne faut pas faire abstraction du fait qu'il y a quand même des associations démontrées, puis que le poids peut être un indicateur, un indice ou une préoccupation importante à soulever, mais aborder la réduction du poids comme une solution, c'est sûr que ça, c'est pas ce qu'on privilégie. On va plutôt regarder au niveau des autres habitudes de vie comme l'alimentation et comme l'activité physique en priorité. On y va avec un dernier vrai ou faux. Quelqu'un qui voudrait justement avoir de meilleures habitudes alimentaires doit compter ses calories de façon journalière. Ça, c'est faux. Donc, je pense que ça nous donne... c'est assez, mais ça nous donne l'élan peut-être justement pour aborder la notion de la culture, de la diète, les régimes, puis tout ce qu'on entend aussi de façon régulière, que ce soit sur les médias sociaux ou les conseils santé qui pop-up un peu partout, là. Donc, est-ce qu'on voit un changement ou une amélioration au niveau de cette pensée-là de la culture de la diète? C'est intéressant comme question. Je ne suis pas sûre que je peux répondre précisément sur l'évolution de la mentalité. Je pense que les nutritionnistes cliniques ont sûrement un meilleur pouls là, de qu'est-ce qui se dit dans leur bureau, de quoi les gens leur parlent, puis est-ce que la relation aux diètes a changé dans les dernières années. Pour ma part, je pense que c'est plus une réalisation que cette culture de diète-là, c'est en soi un problème de santé publique. C'est un problème pour la santé de la population parce que la culture de la diète, souvent, c'est associé à des régimes restrictifs. Puis c'est vraiment les régimes restrictifs qui sont vraiment problématiques, c'est-à-dire où, justement, on veut restreindre la quantité d'aliments qu'on prend, on élimine certains aliments de notre alimentation, puis ça peut entraîner un rapport de contrôle au niveau de l'alimentation. Puis une des choses qu'on sait, c'est que l'importance de développer une relation saine avec l'alimentation parce que ça peut basculer vers un rapport obsessionnel à l'alimentation qui peut entraîner d'autres problèmes de santé mentale ou être associé avec des problèmes de santé mentale. Puis on ne veut pas amener les gens dans cette direction-là. Donc, je pense que les régimes restrictifs, ça c'est clair, que ça a des impacts négatifs sur la santé des gens. Puis les régimes restrictifs, c'est souvent associé avec des pertes de poids rapides. Puis, comme on éludait un peu dans le vrai ou faux, là, la perte de poids rapide dans un régime restrictif, souvent, ça crée un effet de yo-yo. Donc, c'est souvent un niveau de restriction qui est tellement important que les gens ne sont pas capables de le garder à long terme. Donc, à un certain moment, vont cesser les restrictions et là, vont avoir une reprise de poids rapide qui peut parfois être plus importante
que le poids antérieur. Donc, ça entraîne en plus des découragements pour les personnes qui avaient des objectifs très précis de perte de poids. Est-ce que c'est parce que l'organisme tend à se protéger puis à accumuler davantage l'énergie de peur de retomber dans un régime? Ou... je ne sais pas exactement ce que l'organisme pense quand il fait ça, mais c'est sûr qu'il y a un phénomène métabolique là, qui fait en sorte qu'il y a une reprise de poids qui est plus importante. Là. Ça vient quand même jouer là, au niveau métabolique. Donc, c'est pas juste une impression ou c'est pas juste parce que les gens, tout d'un coup, se mettent à manger beaucoup. Il y a vraiment un phénomène qui fait que c'est vu chez plusieurs personnes. Ce n'est pas relatif à des individus. Au niveau populationnel, on voit que c'est un phénomène, que cet effet yo-yo-là entraîne une prise de poids plus importante. Tu as parlé tout à l'heure de santé mentale. Puis ça pique ma curiosité. Est-ce qu'il y a un lien avec les aliments qu'on ingère et la façon dont on se sent, notre santé mentale? Est-ce qu'il y a une corrélation à faire ou c'est simplement, ça va plus loger au niveau de notre digestion et comment on se sent dans notre corps? Certainement qu'il y a des liens entre l'alimentation et la santé mentale. Okay. Principalement sur notre rapport à l'alimentation. Moi, j'aimerais vous amener plus là, au niveau de tous les impacts neurologiques, de quels nutriments on mange, qui stimulent le cerveau, qui prévient la démence. Il y a des études là-dessus, mais je ne m'avancerai pas. C'est pas vraiment mon domaine clinique, puis je veux pas... je ne sais pas exactement où en est rendue la science. Mais au niveau de notre rapport à l'alimentation, ça, c'est certain qu'il y a des impacts sur la santé mentale. Puis, un des éléments que je trouve vraiment important, c'est dans les nouvelles recommandations du Guide alimentaire canadien, mais aussi d'autres guides alimentaires dans le monde, on parle de partager un bon repas. Puis on parle de respecter ou valoriser le sens culturel et social que peuvent avoir les repas. Puis ça, je trouve que ça vient parler de comment la santé mentale, c'est pas juste notre santé mentale à nous, individuels, puis c'est pas juste les problèmes de santé mentale, on est dans aussi un espace partagé, relationnel, qui est positif autour de la nourriture, qui nous amène de la satisfaction, du plaisir. Puis ça, ce bonheur-là de partager des repas, ça fait aussi partie de notre santé mentale collective. Ça fait partie de ce qu'on appelle la santé mentale positive, c'est-à-dire qu'on se crée des moments relationnels significatifs qui donnent du sens aussi à notre vie. Puis c'est un espace de partage qui est tellement important. Tu as tellement raison. Puis je pense qu'on partage une passion commune. Oui. L'alimentation, c'est cuisiner, prendre le temps de partager un repas. C'est un moment de connexion là, entre amis, en famille. Mais souvent, dans le brouhaha de la semaine, de la routine, on est là, puis on cuisine, puis on va manger. Ça va nous prendre 30 minutes de cuisiner. On va avaler tout ça en 1 minute. On passe à la prochaine étape. C'est important de se le rappeler que c'est un moment privilégié dans la journée, prendre le temps de mastiquer, de connecter, de discuter. Ramener le plaisir dans la tâche. Oui, vraiment. Puis c'est sûr qu'il faut le mettre dans son horaire. Puis c'est le défi. Quand on a plein de choses qu'on doit faire dans une journée, bien, autant que c'est une dépense compressible, bien, je pense que c'est un espace de temps compressible de s'alimenter. On peut acheter des repas tout faits, on peut acheter au restaurant, mais on perd aussi tout le reste de ce qui vient avec le processus de cuisiner, puis le processus de manger en famille, d'avoir une discussion autour d'un repas. Là, c'est vraiment des moments privilégiés, mais combien de familles aujourd'hui vont encore manger devant la télé ou que les gens vont être sur leur écran en mangeant? Je pense que c'est important de ramener que l'alimentation, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est aussi le contexte dans lequel on mange. Puis qu'est-ce qu'on partage aussi. Donc, quelqu'un qui voudrait avoir un petit truc facile, au lieu de tout changer, on pourrait se dire, bien, en famille, on va cibler peut-être 1 fois ou 2 fois où on prend vraiment le temps dans la semaine de s'asseoir, de cuisiner ensemble, puis de rendre ça comme une activité finalement familiale. Là. J'essaie de faire ça aussi avec les enfants. C'est sûr que ça demande du lâcher-prise sur le ménage, là, mais de les amener dans l'étape de préparation, l'éveil à la nourriture, à la cuisine, aux aliments. Je les amène dans leur tour d'apprentissage à cuisiner avec moi. Puis je trouve que ça fait une différence parce que d'abord, c'est super valorisant pour eux. C'est un moment en famille c'est une tâche qui est transformée en moment agréable. Puis c'est là, en quelques mots, que la connexion débute aussi. Là. En tout cas, personnellement, je trouve ça beau de voir l'enfant qui s'intéresse à la cuisine, qui veut participer à la tâche, qui veut couper des légumes. Je trouve que ça rend ça sympathique, vraiment. Là. Tellement. Puis, ben, c'est à la fois une façon de
d'exposer les enfants à toutes sortes d'aliments, de développer le plaisir de goûter. Ils vont certainement que plus ils sont exposés à différents aliments puis à la cuisine dès la toute petite enfance, bien, c'est quelque chose qu'on garde là, pour le reste de la vie. Mais c'est aussi des opportunités dans le développement global des enfants. La motricité fine, ils apprennent à manipuler les aliments, à les couper selon leur âge. Fait que c'est aussi une autre façon qu'on peut les amener à développer des compétences qui peuvent être fiers d'eux, d'avoir participé à faire un repas. C'est sûr que quand on le voit comme ça, bien, peut-être qu'on le voit moins comme une tâche que plutôt comme un beau moment passé en famille. Qu'est-ce que tu conseillerais à une maman qui a un enfant où les goûts alimentaires sont plus rigides, plus restrictifs, mais qui a le souci d'intégrer des aliments sains, puis de donner ce legs-là de bonnes habitudes de vie, de bonnes habitudes alimentaires à son enfant? Par où elle commence, là? Elle veut lui donner des légumes, mais il n'y a rien à faire, là, ça ne rentre pas du tout. Mais moi, ce que j'ai le plus retenu de mon propre parcours de maternité puis de réflexion sur comment j'allais exposer mon enfant à l'alimentation, c'est la persévérance. C'est qu'un enfant, s'il rejette un aliment une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais vouloir le découvrir plus tard. Puis je pense que ça, c'est aussi comme adulte, il faut persévérer dans notre découverte des nouveaux aliments, dans nos recettes un peu manquées. Il faut répéter et réessayer. Le général Tao, il ne faut pas lâcher. Non, c'est ça. Ça va mener quelque part. Mais pour les enfants aussi, les enfants peuvent refuser des aliments plusieurs fois avant de se décider à les essayer. Fait qu'il ne faut pas le voir comme un échec de « Ah, j'ai cuisiné quelque chose, ça m'a pris du temps, puis là, ben, tu sais, mon enfant ne veut pas en manger », mais plutôt de dire « ben c'est une première fois, puis il va y avoir d'autres fois, puis je vais continuer à l'exposer, puis à lui montrer que c'est des aliments qui font partie de notre quotidien aussi. » Donc, d'en manger aussi comme adulte, je pense que ça fait partie d'être un bon exemple pour nos enfants. Comment on travaille justement cette relation-là avec la nourriture, avec les enfants, pour que ça demeure sain? C'est une grande question. Il y a beaucoup de livres là-dessus, beaucoup de points de vue différents. Je pense que d'abord, il faut que la relation avec la nourriture ne soit pas inscrite dans un rapport de récompense ou de punition. Puis ça, c'est quelque chose d'assez récent comme constat ou peut-être que comme constat, ça fait longtemps que ça existe. Pour les nutritionnistes, c'est clair, mais dans le public en général, dans les constats qu'on propage ou qu'on entend, ça ne fait pas si longtemps qu'on en entend parler. Puis, le sens de cette recommandation-là, c'est de dire que l'alimentation, c'est quelque chose qui doit être basé sur le propre sentiment de satiété de la personne. Il faut que les individus puissent reconnaître les aliments qui leur font du bien, qu'ils aiment, qu'ils puissent les manger en fonction de critères qui ne sont pas nécessairement liés à associer des aliments en particulier avec des contextes de récompense. Donc, si la récompense est toujours des aliments à faible valeur nutritive, des chips, des bonbons, des gâteaux, de la crème glacée, mais ça devient quelque chose qu'on souhaite puis qui est valorisé. Alors qu'il y a plein d'autres aliments sains qui sont vraiment importants puis qui, là, sont vus comme des aliments du quotidien qui ne sont pas spéciaux. Donc, c'est juste cette association-là avec les récompenses puis avec la punition, ça entraîne un rapport avec la nourriture qui est plus dans le contrôle que dans le plaisir. C'est super intéressant. T'sais, on dirait que c'est contre-intuitif parce que je fais juste penser à Pavlov, le chien, la cloche, le comportement opérant. C'est ce qu'on nous a un peu appris, là, c'est à déconstruire, à déboulonner tout ça quand même. Ben oui, puis en fait, c'est que l'alimentation, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie tout le temps, qui a des conséquences au niveau de notre santé. On va toujours manger, mais si ce comportement-là de récompense, c'est lié à un comportement en particulier, bien, c'est difficile de dissocier l'aliment lié à ce comportement-là, puis l'aliment dans tout le reste de notre vie. Manger, ça fait partie de notre vie. Il faut que ce soit quelque chose en continu qui n'est pas juste lié à des moments de réussite ou d'échec. Qu'est-ce que tu penses, Catherine, de toute la notion d'alimentation intuitive? On a parlé de régime tout à l'heure. L'autre spectre, l'alimentation intuitive, s'écouter, son ressenti, sa digestion, comment on se sent, qu'est-ce qu'on a envie de manger. Est-ce que ça te parle, ça, comme médecin de santé publique? J'en connais pas les fondements scientifiques, puis exactement comment c'est présenté par les nutritionnistes pour les personnes. Mais d'emblée, c'est sûr que moi, ça m'apparaît beaucoup plus cohérent avec là où on est rendu dans les recommandations populationnelles. C'est-à-dire que si on fait la recommandation de ne pas compter, de manger plus d'aliments sains, de passer du bon temps en famille, bien, c'est sûr que c'est
plus cohérent avec le fait de bien se connaître comme personne, d'écouter son corps, de bien reconnaître ses signes de satiété, de les respecter, d'éliminer la culpabilité, en fait, de son rapport à l'alimentation. Donc, d'emblée, je dirais que ça me parle vraiment plus qu'un rapport à l'alimentation qui est dans le contrôle. Intéressant. Pour terminer, tu as 2-3 conseils à donner à un citoyen de la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour qu'il améliore ses comportements alimentaires ou qu'il développe de bonnes habitudes alimentaires. Des conseils simples qui sont applicables facilement pour créer une nouvelle synergie sans trop se casser la tête. Mais au-delà des conseils qu'on a parlé là, sur les types d'aliments, je dirais que, premièrement, d'apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles, c'est quand même quelque chose que je recommanderais parce que c'est pas simple. Ça prend un certain engagement, puis il faut prendre le temps d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire, puis de comprendre. Donc ça, je pense que c'est comme un premier conseil de si on veut commencer à s'intéresser, plutôt que d'aller chercher les conseils rapides et très clean là, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Mange ça, tout va être réglé. Prends tel supplément, tout va être réglé. On est mieux de passer du temps à comprendre les étiquettes nutritionnelles puis pouvoir comparer les produits pour faire des choix qui sont vraiment payants. Je pense que ça, c'est un premier conseil. Un deuxième, ce serait d'être critique face au marketing alimentaire. Parce qu'on est souvent tenté de prendre des aliments parce qu'on y a été exposé. Hein? Puis la pub, aujourd'hui, c'est pas juste la pub à la télé entre deux sections de notre émission. C'est la pub, c'est le placement publicitaire, c'est la promotion qu'en font des influenceurs qui sont payés pour parler de certains produits. Les collabs qu'on appelle, c'est ça? Oui, les collabs. Ah, vous savez vraiment mieux que moi comment ça s'appelle. Les collaborations. Oui, ouais. Les collaborations, mais tout à fait. Dans le fond, c'est toutes sortes de formes de marketing. Il faut se poser la question, pourquoi elle parle de ce produit-là en particulier, plutôt que de sauter sur l'occasion puis de juste adopter une nouvelle habitude alimentaire parce que ça a été promu. C'est de la pub, puis les compagnies ont des intérêts à vendre leurs produits. Donc, de développer ce regard critique-là, je pense que c'est vraiment très important aussi. Donc, c'est comme deux catégories de boîtes à outils à mettre dans son coffre, en plus de connaître les grands principes de ce qu'on doit manger pour développer un regard critique puis prendre des meilleures décisions au niveau de l'alimentation. Merci, Catherine. C'est toujours tellement intéressant d'échanger avec toi. Merci pour ta disponibilité, pour ta lumière sur un sujet qui est tellement vaste, complexe, varié, d'actualité encore aujourd'hui. Donc, merci d'être passé. C'est vraiment un plaisir. Ça me fait plaisir.